Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, le 10e exactement. Comme chaque mois, je reçois un ou une invitée issue du milieu du spectacle vivant. Et aujourd'hui, j'accueille Mathilde de Carnet. Mathilde qui est chanteuse, comédienne, mais aussi coach et créatrice de contenu. Vous avez également pu entendre sa voix récemment sur le grand écran, mais pour l'heure, je n'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir tout ça dans l'épisode. Et comme d'habitude, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous y abonner. Merci encore pour tous vos retour et je vous souhaite une très belle écoute. Hello Mathilde, comment ça va ? Hello, écoute ça va, j'ai bravé le froid, la neige, mais je suis là. Oui, alors effectivement là si on se tourne, on voit que c'est tout blanc. Je suis contente parce que je pensais pas que ça allait tenir. C'est magnifique. Donc c'est trop bien. C'est très très beau. Bah écoute, merci beaucoup d'être venue jusqu'ici. Ça Merci. me fait vraiment très plaisir de te recevoir. Merci à toi de m'avoir invitée. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Et en plus, on a beaucoup de choses. Je dis on, ça y est, je t'inclus alors que c'est moi qui fais toute seule les questions. Mais j'ai vraiment plein de choses à te demander. Voilà, et je vais commencer par la question que je pose un petit peu à tout le monde parce que j'estime que c'est important en fait de revenir un peu aux origines. Et voilà, je voulais savoir en fait qu'est-ce qui t'avait donné envie tout simplement de faire ce métier, de faire de la scène, puisque je le rappelle, mais tu es chanteuse, comédienne. Tu as aussi d'autres casquettes, on va en parler un petit peu après. Mais voilà, vraiment la vision purement artistique, comment c'est venu dans ta vie, tout simplement. Je pense que je suis née en ayant pour mission d'être sur scène. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression d'avoir choisi ça. J'ai plus l'impression que c'est ce métier qui m'a choisi un peu malgré moi. C'est trop beau. J'adore cette... Non mais j'adore vraiment cette vision. Je veux pas que ça paraisse pompeux ou quoi, mais c'est vrai que j'ai toujours su, je sais pas comment, mais j'ai toujours su que je voulais être chanteuse depuis que je suis toute petite. Ouais, c'était plus fort que toi quelque part. Il n'y a pas d'autre option possible. Et d'ailleurs, mon premier mot, ma mère adore me raconter cette anecdote, apparemment c'était Toy Toy. Donc mais tu vois, je pense que c'est dingue ça. Je pense que l'univers a dit, toi, ma petite, tu chanteras. Ah ouais, alors là pour le coup, en plus c'est quand même très très ciblé parce que c'est vrai que moi le Toy Toy, je sais pas si ça se fait par exemple en théâtre ou en... J'ai l'impression que c'est très comédie musicale pour le coup. Ouais, c'est vrai. Je sais même pas si est-ce que c'est juste français ou est-ce que à Londres ou aux États-Unis ils font ça aussi. Non, c'est vraiment français. Ouais, c'est rigolo. Ouais, parce que à Disney, c'est vrai que quand tu dis Toy Toy, parfois ils sont en mode. Qu'est-ce que c'est ? What ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle formule magique de la marraine de la bonne fée, peut-être. was married. Ah ouais, ah oui, en plus c'est vrai. Mais oui, pour le coup, oui, je pense qu'il y avait quelque chose, à mon avis, de l'ordre de ce sera ça et lié à la comédie musicale. Et du coup, comment tu t'es formée ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu fais des super beaux projets. Merci. Et c'est trop chouette. Mais c'est vrai que tout ça, forcément, ça demande du travail avant d'en arriver là. Donc voilà, quel a été ton parcours en fait, les écoles peut-être que tu as pu faire. Voilà, dis-nous tout. Alors, c'est vrai que j'ai toujours su que je voulais être chanteuse, mais après la question c'est, d'accord, donc tu vas à l'école, tu vas jusqu'au bac parce que tes parents te disent de le faire, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Comment tu fais pour être chanteuse une fois que tu as ton bac en poche ? Bon, ok, il y a des facs de musicologie et tout, mais bon, ça c'était pas trop... je voulais pas trop me diriger vers ça. Et donc, c'est vrai que j'ai eu une année un petit peu de flottement où je me suis dit, je pars en Allemagne, je prends des cours de chant et advienne que pourra, je me prépare pour les conservatoires de chant lyrique. Ok, et donc ça, c'était juste après ton bac, c'est ça que tu es partie en Allemagne Donc, je suis partie vivre à Berlin pendant 1 an. Ok. Où j'avais en effet un professeur de chant lyrique et en fait, très gentiment, il m'a pris sous son aile où le deal, c'était que je garde ces petites filles. Donc, en fait, je faisais toutes les sorties d'école jusqu'à ce que les parents reviennent du travail. Et en échange, tous les jours, il me donnait des cours de chant. Mais c'est trop bien. Donc, ouais, où on trouve un professeur comme ça, voilà. C'est génial. Donc, c'était une super opportunité. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. Mais je sentais que le chant lyrique, en fait, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais chanter, mais l'opéra... ça m'attirait pas plus que ça. Parce que quand tu étais plus jeune, du coup, enfant ou même ado, tu prenais déjà des cours de chant ? Non, j'ai pris, mais en fait, ça, c'était vraiment mes premiers cours de chant. Ah oui, d'accord, ok. Oui, parce qu'on pourrait se dire, peut-être qu'elle a commencé toute jeune. Et en fait, non, ça a été finalement en tant que jeune adulte que tu as commencé vraiment les cours, on va dire, techniques, etc. Oui. Ok, je chantais, je chantais tout le temps chez moi, mais c'est vrai que j'ai jamais pris de cours. Et en fait, c'était quand j'étais au lycée, tu vois, en option musique, on a fait un opéra, on a fait Carmen, et j'avais le rôle de Michaela, qui est du coup un rôle de chant lyrique.
Et c'est là où je me suis dit, ah bah du coup, pourquoi pas aller vers cette voie-là, puisque c'est vrai que ça m'avait bien plu de faire ce projet. Et voilà comment je me suis retrouvée à travailler dans cette direction de l'opéra. Ok, oui, donc en fait, ça a été un petit peu un point de départ, du coup, cette rencontre avec ce professeur. Et après, donc, tu as parlé de conservatoire, c'est ça? Oui, donc à la base, je voulais, avec ce prof, préparer les concours pour rentrer dans des conservatoires vraiment, tu vois, classiques en tant que chanteuse lyrique en Allemagne. D'accord. Et d'ailleurs, l'Allemagne, pardon, c'était un choix parce que tu parlais allemand, du coup? Même pas, parce que j'ai fait espagnol. Ah oui. C'est rigolo. Non, ça. mais parce que je me suis dit que l'Allemagne, c'était le berceau du chant lyrique avec l'Italie. C'est vrai. Ouais, en regardant en arrière, peut-être que j'aurais mieux fait d'aller en Italie, mais écoute, oui, c'était mon chemin m'a emmené à Berlin. Alors, c'était sympa. Ceci dit, je rebondis parce que je trouve ça assez rigolo, mais finalement, tu as un petit peu fait le tour de l'Europe. Parce que, donc Mathilde, voilà, on en parlait juste avant en off, mais donc tu habites à Paris et à Londres, on peut dire ça comme ça. Et je crois que tu es passée aussi par la Belgique. Oui, et donc c'est ça. Donc après l'Allemagne, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de faire du chant lyrique, qu'est-ce que je fais? Oh bah tiens, et si j'allais vivre à Bruxelles? Parce qu'en fait, j'avais pas envie de retourner vivre à Paris. Ça, je savais que voilà, j'ai toute ma famille en France, je les aime beaucoup, mais j'étais aussi dans un âge où j'avais besoin de m'émanciper de mon côté. Ok, ouais, c'est intéressant ça. C'est un peu envie aussi de découvrir le monde, un peu par la même occasion. Exactement. Ok, je vois. Et donc, je suis partie à Bruxelles et là, de fil en aiguille, je sais plus pourquoi, mais sur Internet, je tombe sur école de comédie musicale. Et là, je me dis, oh, mais j'y avais jamais pensé. En fait, à part Roméo et Juliette, qu'on regardait tous les dimanches avec ma sœur et ma mère, je connaissais pas du tout en fait la comédie musicale. La version avec Cécilia Cara et Damien Sargue. Du coup, vraiment, Juliette, c'est mon rôle de rêve, tu vois. C'est le rôle de Mathilde, enfant qui rêve de faire Juliette, quoi. Même oui, je pense que, mais c'est vrai que surtout Team 95, hein, je crois. Oui. On a un peu été bercés à ça. C'était vraiment notre enfance parce qu'on était petites, je crois, quand on devait avoir 6 ou 7 ans, à mon avis, quand c'est sorti. Donc, il y a eu un petit peu un peu une espèce de révélation avec cette école que tu as pu trouver en Belgique, du coup. C'est ça. Ok. Et donc, j'ai fait 2 ans dans cette école. Ok. Et en effet, parce que quand j'ai vu comédie musicale, je me suis dit, ok, bah trop bien. Je chante. La danse, ma mère m'y est mise depuis que j'ai 5 ans. Et théâtre, j'en ai jamais fait, mais je sens que c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Ouais. Et ça a été un coup de cœur immédiat pour la comédie musicale anglo-saxonne, que je connaissais pas du tout. Et à partir de là, je me suis dit, ok, je finis cette école. Et après, j'ai 2 options. Soit je pars directement à Londres en école pour continuer de me former là-bas et travailler dans le West End. Ou alors, je passe par Paris, je fais mes premières expériences dans le but d'avoir déjà un CV, des expériences et un réseau. Et ensuite, je pars à Londres. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Ok. Oui, parce qu'en fait, finalement, c'était déjà une option que tu avais sérieusement en tête d'aller à Londres. Ouais. C'était un peu le but, finalement. Ouais. D'accord, ok. Donc, en fait, je ne fais que suivre mon plan initial que j'ai commencé il y a 9 ans dans ma tête. C'est super, parce que... Alors, c'est vrai que pour le coup, surtout en parlant forcément avec d'autres personnes qui sont dans le milieu du spectacle, parfois, ça paraît, même pour moi, encore aujourd'hui, ça me paraît complètement des fois fou, un peu nébuleux de se dire, je vais exercer ce métier où on se dit, bon, c'est déjà pas forcément facile de sortir du lot, à l'étranger, où je connais personne, où c'est même pas ma langue maternelle, etc. Et ça t'a jamais fait peur, finalement? Ah bah si, c'est vrai que c'est des remises en question un peu quotidiennes, même encore ce matin, je crois. C'est vrai. Ouais. Alors ça t'a fait peur, mais pas suffisamment pour finalement que tu te dises, non, c'est complètement... Enfin, Mathilde, arrête de rêver. Tu t'es pas dit ça, en fait. Tu t'es dit, c'est un plan, et c'est un plan sérieux, quoi, qui mérite, en tout cas, que je m'y consacre. Parce qu'en fait, je vois vraiment En fait, je veux vivre ma vie un peu comme un jeu. Okay. Et je veux m'amuser, et je veux vivre plein de trucs, et j'adore les aventures, et j'adore les challenges, me dépasser. Et du coup, tout ça, me dire que je pourrais y arriver dans un autre pays, dans une autre langue, une autre culture, je me dis qu'en fait, j'ai complètement ma place, et que même si je suis française, je suis habitante de cette terre, et même si on a une culture différente, en fin de compte, je sais pas, on est quand même... tous similaires, tu vois, et que j'ai tout autant ma place qu'un Anglais. Alors, c'est complètement idéaliste comme manière de penser, et en même temps, c'est ce qui me drive un peu, quoi, au quotidien.
Alors franchement, je trouve ça hyper chouette dans ce que tu dis parce que c'est vrai que... alors moi, je me décris aussi beaucoup comme une idéaliste, mais avec un côté justement très rêveur. Et ce que je trouve hyper chouette dans ta façon de voir les choses, et c'est pas quelque chose que j'entends aussi souvent, et pourtant, en fait, ça fait partie aussi de ce qu'on fait, mais t'as parlé de challenge et t'as dit que t'aimais les challenges. Et je suis pas sûre d'entendre souvent les gens dire qu'ils aiment les challenges, alors que pourtant, ce qu'on fait, c'est challengeant. Ah ouais. Et c'est aussi ce qui... c'est vrai que, même quand on fait un peu la rétrospective dans notre vie, etc., des années, je me dis, mais finalement, est-ce que c'est pas aussi les années où on a le plus de challenge qu'on apprend le plus et qu'on se sent aussi, je sais pas, mais où tout prend un sens aussi, quelque part. Ouais, c'est vrai. Donc, je trouve ça, merci à toi d'en parler, parce que c'est vrai que c'est pas toujours... souvent, on voit même les moments où on galère, etc., comme des obstacles et des moments de down. Et j'ai l'impression, tu vas pouvoir me confirmer, mais que dans ton tempérament, au contraire, c'est des espèces de trampolines, quoi, pour rebondir. C'est vrai que quand tu vis une épreuve un peu difficile sur le coup, quand t'es vraiment down, tu vois pas t'arrives difficilement à décerner le positif de ça. Mais en fin de compte, c'est quand même dans ce genre de moment, quand t'es dans l'inconfort, que c'est là justement que tu vas rebondir encore plus haut, tu vois. Ouais, je comprends. Et c'est vraiment... On part toujours de cette zone de confort, nanana. Ben, c'est vrai que c'est important. Enfin, en tout cas, moi, je ressens vraiment le besoin de tout le temps en sortir pour me bousculer et pour vivre plein de trucs. Et parce que j'ai envie, tu vois, sur mon lit de mort, de me dire que j'ai vécu 1000 vies, que j'ai fait plein de choses. Et ouais, en fait, je pense que je suis vraiment épanouie dans le fait de découvrir constamment des choses, en fait. Ouais, de bouger et que ce soit pas toujours la même chose, quoi. Ce qui est logique aussi avec le métier qu'on a choisi, finalement. Déjà, c'est vrai qu'avec le métier qu'on a, même si on reste à Paris, c'est jamais pareil d'une année à l'autre. C'est vrai. Mais pourquoi pas pousser le bouchon un petit peu plus loin et de le faire carrément dans un autre pays. Et du coup, Broadway, ça ferait aussi partie... Alors, pas forcément. Broadway, non. Bizarrement, ça m'a jamais trop attiré, mais je pense tout simplement que géographiquement, en fait, c'est trop loin. Et je suis très famille. Ouais. Et j'ai vraiment besoin d'être proche d'eux. Et déjà, Londres, c'est un peu le max que je puisse faire, tu vois. Ouais. Oui, donc c'est bien, parce qu'au moins, tu vois aussi les curseurs et là où, justement, ça peut passer et là où, effectivement, ce serait un peu... Puis bon, j'imagine aussi que c'est... après... bon, déjà, je pense que Londres, c'est une autre logistique, mais en plus, les États-Unis, c'est encore, à mon avis... ouais, et puis la mentalité américaine, je la connais pas tant bien que ça, mais ça m'attire pas tant que ça, quoi, tu vois. Ok. Et justement, en ayant fait donc une partie de tes études de comédie musicale en Belgique, d'avoir travaillé à Paris, vécu aussi à Londres, vu comment ça se passait aussi à Londres, le travail, les études, tout ça, est-ce que tu vois des différences sur... alors, j'imagine qu'il y en a, mais qu'est-ce que ce serait finalement ces différences entre ces différents pays je veux dire sur comment on aborde la comédie musicale. Est-ce que, par exemple, il y a des choses que tu trouves... mieux à Paris, des choses mieux à Londres ou mieux en Belgique peut-être? Alors en Belgique, en vrai, j'étais en école, donc ça reste le contexte scolaire. Donc je pense pas que je puisse vraiment donner un avis sur ça, parce que j'ai jamais bossé, tu vois, j'ai jamais travaillé par exemple au Festival Bruxellon, qui se fait là tous les étés. Mais justement, c'est pour ça que j'ai envie de travailler à Londres, pour voir leur manière de travailler et parce que je suis sûre que c'est quand même très différent de ce qu'on fait nous. Donc, pour l'instant, je ne peux pas répondre à ta question, mais j'espère un jour pouvoir y répondre. Bah oui, je te le souhaite. Et puis, je me dis aussi que, voilà, des fois, la vie nous met... je pense en tout cas que la vie met aussi les choses en fonction de ce à quoi on tend et aussi pour quoi on s'investit, quoi, justement. Donc, et je pense, comme je le disais tout à l'heure, que tout le monde n'aurait pas forcément cet élan, en fait, pour aller vers ça, parce qu'il faut se relever les manches, quoi. Et... Et comment tu le gères, ça, justement, au quotidien, ce côté? Parce que, donc, moi, je vois, voilà, il y a les challenges, il y a le fait de se dépasser. Et après, on est aussi connus, nous, les artistes, pour être des êtres un petit peu sensibles. Un tout petit peu. Voilà, légèrement. Est-ce que tu dirais, alors ça va faire un peu bizarre comme question, mais est-ce que tu dirais que tu arrives à trouver un équilibre entre les deux? Parce que moi, pour être tout à fait honnête, c'est peut-être... le truc sur lequel, en ce moment, c'est comment on gère ses émotions et en même temps comment on gère les choses un peu de manière, j'aime bien dire ça, pratico-pratique, quand il faut faire des choses, quand il faut un peu aller au-devant et que même si à un moment donné tu te sens un peu sens dessus dessous parce que la moindre chose va avoir un impact émotionnel, comment dans ta vie
t'arrives peut-être à cadrer ça, en fait? Alors, je vais répondre sur 2 plans. Le plan pratique et le plan émotionnel. Ok. Qui est la tête, le plan émotionnel. Ça, c'est un petit peu le bordel. Je vais commencer par le pratique. T'as un objectif en tête. Ok, très bien. Objectif long terme, je veux travailler à Londres. Et ensuite, pour vraiment atteindre mon objectif, en fait, je vais vraiment... tu vois, un peu comme si c'était une pyramide. Et à chaque fois, en fait, de manière de plus en plus précise, aborder un plan. Genre, ok, je veux travailler dans le West End. Sur quoi il faut que je travaille? Sur mon anglais, ma prononciation, ok. Donc, je vais prendre des cours. Ok, je prends des cours. Combien de fois par semaine? Et en fait, de plus en plus, je précise mon plan d'action. Et au plus tu vas préciser ton plan d'action pour arriver à ton objectif, et au mieux, en fait, tu vas y arriver. C'est comme si tu décides de partir de Lille pour aller à Marseille en voiture, sans GPS, sans plan. Bah, tu vas galérer, en fait, tu vas te perdre dans les routes. Alors que si tu as vraiment ton GPS de près, bah, tu sais exactement que tu vas y arriver. Ouais, c'est une question finalement d'organisation et de rigueur, du coup. Et de rigueur. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, ah tiens, c'est un peu presque mathématique, mais en fait, ça, même dans l'artistique, on a besoin de ça au final. Oui, c'est ça. Et encore ce matin, tu vois, je le faisais, ok, mes objectifs 2026, faire plus de danse. Si je marque juste dans mon carnet faire plus de danse, mais en fait, il va rien se passer. Oui, je vais peut-être prendre un cours. Écoutez bien ce qu'elle dit, là, on est au mois de janvier. Voilà. Et le mois d'après, je me dis, ah merde, c'est vrai que j'avais noté ça. Alors que là, tu vois, je dis, ok, faire plus de danse. Donc, la semaine prochaine, je regarde les cours. Je me dis, ok, je fais au moins 2 cours par semaine. La semaine après, je fais, disons, 3 cours. Et voilà, en fait, il faut vraiment préciser un maximum et se noter tout. Enfin, moi, je sais que ça fonctionne pour tu passes beaucoup par l'écrit. Ouais. Ok. Et voilà. Ce que je fais aussi, c'est quand je sais que j'ai une journée complètement libre, qui peut faire très peur, j'aime bien la veille me détailler tout ce que je vais faire dans la journée, limite heure par heure. Comme ça, je sais exactement à quoi va ressembler ma journée, quelle va être productive et quelle va m'aider à aller de plus en plus près de mes objectifs. Ah, c'est super d'avoir cette préparation un petit peu en amont et pas juste des idées, en fait, finalement. C'est ça. Ouais. Parce que sinon, tu es juste perdu dans ton océan de pensées émotionnelles. Et tu te dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Et évidemment, ça, c'est des remises en question qui m'arrivent énormément. Comme beaucoup d'artistes, c'est vrai que les moments où on ne travaille pas, on a 2 choix. Soit on le voit comme des opportunités de travailler sur nos projets, de s'améliorer sur nos points faibles. La danse, pour moi, les cours d'anglais, le répertoire musical qu'on peut toujours améliorer et je sais pas, des self-tapes enregistrés. Complètement. Ou alors on voit ces journées où on travaille pas comme juste de la déprime en se disant, oh là là, ma valeur réside vraiment dans mon travail et vu que je travaille pas en ce moment, je suis... Ouais, mais ça c'est vrai que c'est terrible parce qu'en plus, au-delà même, je dirais, du travail, c'est que j'ai l'impression des fois qu'effectivement on résume notre valeur même au contrat. Ouais. Comme si le fait de s'entraîner, en fait, ça reste du travail, mais c'est comme si ça n'en était pas vraiment. Oui, non, mais ça, je suis pas payée pour, donc c'est pas... Alors que non. C'est justement dès le moment où on travaille pas qu'on devient... Je sais pas si on devient meilleur artiste, mais en tout cas, c'est des mois de préparation, en fait. Il faut vraiment voir ça comme de la préparation pour les futurs contrats. Et je pense que ça revient aussi un petit peu à manifester les futurs contrats, tu vois. Non, mais là, je travaille pas, mais je me prépare, en fait, pour ce qui va m'attendre, pour ce qui m'attend. C'est hyper intelligent de voir les choses de cette façon. Et je suis assez d'accord que, oui, des fois, on s'améliore quand on est en contrat parce que ça va nous faire bosser telle ou telle chose et ça. Oui. Mais au final, je suis tellement d'accord avec le fait que, par exemple, sur la créativité ou sur... le fait de s'auto-gérer en fait sur cette partie comme ça artistique où on dit bon bah tiens qu'est-ce que je vais bosser là allez je vais prendre tel cours ou faire tel cover ou tel clip ou j'en sais rien. C'est ça aussi qui fait que même ça détermine un peu le type entre guillemets d'artiste qu'on est et qu'on a envie de devenir. Donc en fait ça nous remet vraiment capitaine du navire, tu vois. On n'est plus dépendant d'un employeur qui décide de nos journées, on est vraiment maître de notre vie en fait. Bah ouais, et finalement, est-ce que c'est pas ça aussi qu'on... Bah ouais. Enfin, est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'on a choisi ce métier, quoi, finalement Ouais.
Mais c'est vrai que je suis d'accord qu'en fait, des fois, on attend un peu que ça vienne des autres, ou en tout cas des opportunités, alors que, en tout cas, quand on t'écoute et quand on te voit faire, moi, j'ai vraiment l'impression que tu incarnes pleinement ça, ce truc de, mais en fait, c'est moi qui vais me créer aussi ces choses-là. C'est pas juste les productions au bon vouloir de... Ouais. Mais c'est vrai que c'est difficile de garder ça en tête. Faut constamment se le rappeler, quoi. Alors justement, tu disais le côté pratique et le côté du coup plus au niveau de la tête émotionnelle du coup. Quelles sont tes astuces alors là? Alors ça c'est donc ma petite voix qui me fait bien chier et c'est la petite voix un petit peu maligne qui va me dire que je suis une artiste médiocre, que je n'y arriverai pas. Enfin voilà, tu vois, c'est toutes les remises en question qu'on a l'habitude, nous en tant qu'artistes, elle est vraiment vache cette voix. Elle est vraiment hard et en plus, elle a de l'inspiration parfois. Les scénarios qu'elle me fait. Non mais je te jure. Je pourrais écrire des films. C'est pas toujours un cadeau. non, c'est vraiment pas un cadeau. Et du coup, les astuces, c'est d'essayer juste de pas l'écouter en fait. Ou alors quand elle vient, cette petite voix et ces pensées vraiment négatives, de voir, ok, elles sont là, mais je vais pas m'accrocher. En fait, je les laisse glisser, je les laisse passer. Mais c'est facile à dire, bien évidemment, mais c'est plus difficile à faire. Et c'est pour ça que l'importance d'un entourage sain et ancré et fort, ça fait vraiment la différence. Ouais. Pour nous, petits êtres sensibles. Ben oui, non, mais c'est vrai que des fois, je me dis, oui, en fait, les gens, tout le monde a sa sensibilité, mais je pense quand même, j'ose penser que chez les artistes, c'est quand même un stade un petit peu différent, un petit peu élevé. Et du coup, oui, c'est vrai que quand on est avec des gens qui sont pas forcément dans ce milieu-là, ça fait aussi du bien parce qu'ils ont des fois une façon un peu plus terre à terre de voir les choses et ça permet de respirer aussi. Ouais. Et c'est sûr que c'est pas évident, mais alors c'est marrant parce que vraiment c'est des choses aussi que pour le coup moi j'essaye de mettre en pratique parce que ça m'a tellement et même de manière très inconsciente, mais moi je pense que ça m'a beaucoup paralysée par le passé parce que du coup il y a ce truc où en fait t'entends tellement de choses horribles sur toi que t'as l'impression que tu peux plus rien faire et que t'es légitime à rien. Et je pense qu'il y a des phases aussi, certainement que il y a des moments où on y arrive plus que d'autres aussi. Peut-être que toi, tu l'as vécu. Il y a des moments où t'as l'impression que ça roule et puis il y a des moments où en fait ça retombe et il faut un peu plus redoubler d'efforts quelque part sur ça. Oui, complètement. C'est vrai qu'après, plus on grandit et plus on identifie les moments où ça va arriver. Bah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est un peu une espèce de cycle. Mais bon, ça finalement c'est positif parce que quand tu dis, ok, attends, là, moi je sais que par exemple ces mois-là, les mois janvier, février, mars, c'est toujours des mois un petit peu glissants. Donc déjà, il y a la dépression un peu saisonnière. Oui, puis c'est post-fête de Noël, etc. Et donc ça, je sais que c'est des mois où il faut que je fasse un petit peu attention mentalement parce que ça peut vite dériver. Ouais. Et par exemple, tu vois, je me suis bookée 4 jours avec Anne-Laure Tribel que tu as reçue. Mais oui, et on va à Tenerife fin janvier. Tu vois, super jours. Voilà, donc des vacances. Voilà, 4 jours de déconnexion que je me dis que potentiellement je louperai une audition, mais en fait je sais que mentalement ça me fera énormément de bien de couper et d'avoir un petit peu de vitamine D en plein mois de janvier. Alors bon, c'est vrai que c'est un peu extrême. On peut pas forcément se permettre de se payer 4 jours comme ça au soleil. Non, mais je pense que c'est important de le dire parce que ça aussi c'est un gros sujet, les vacances de l'artiste. Et vraiment, je pense qu'il y a personne avec qui j'ai pu en parler qui à un moment donné ne s'est pas dit ça va pas, je n'arrive pas à me prévoir des vacances quoi. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que pourtant on les mérite. Je veux dire, on s'investit quoi. C'est physique ce qu'on fait, c'est émotionnel, ça va un peu dans tous les sens. C'est même aussi, on fait beaucoup travailler notre cerveau, la mémoire, etc. à apprendre. Et c'est fou comme au prorata, les vacances, c'est voilà, on sait pas trop où elles sont quoi. Et parce qu'en fait, ça nous fait tellement peur de louper une opportunité. Ouais, il y a un petit FOMO là-dessus. Et malheureusement, ça arrivera. Hein. Et ça arrivera. Et je pense que, comme tu dis, il faut être aussi OK avec le fait que potentiellement... et choisir peut-être aussi les périodes en se disant, tiens, qu'est-ce que je privilégie Et je me dis que c'est peut-être aussi ce que tu fais, toi, d'arriver à prioriser en se disant, tiens... Oui, après, tu connais aussi, généralement, tout arrive et évidemment en même temps. Donc, C'est ça. Et sans qu'on s'y attende aussi, des fois. Sans qu'on s'y attende, exactement.
Donc, non, les petites astuces, c'est peut-être, tu vois, de prendre les assurances annulation. Oui, non, mais c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé une fois, effectivement. On est content quand même quand on y a pensé et qu'on a anticipé ce truc. Bon, c'est je pense que, en tout cas, c'est bien d'arriver à se dire que c'est compatible, en fait, de prendre des vacances, d'arriver à les organiser au mieux et qu'on peut aussi quand même avoir une activité stable, quoi. Bah oui, parce que c'est vrai que partir en vacances, je sais que ça contribue à mon bonheur. Ouais. Et ma vie ne se résume pas à mon travail, même si mon travail est ma passion. Et c'est là toute la différence, toute la difficulté de la fine limite entre passion et travail. Complètement. Mais je refuse de faire ma vie professionnelle une priorité absolue sur toute ma vie, tu vois. Ouais. Même si le chant, c'est ma vie, je veux pas que le travail prenne 100% de place. Et je sais où est-ce que je veux prioriser les choses pour être heureuse, en fait, et pour être épanouie. Bah oui, parce qu'on, comme tu dis, on a besoin d'un équilibre aussi, et si voilà, tous nos œufs sont dans le même panier, et qu'il n'y a plus rien aussi pour nous extraire un petit peu, pour changer les idées, ou même avoir, comme tu dis, du temps avec sa famille, ses amis, son chéri, ou quoi. Enfin, c'est hyper important aussi. Donc non, je pense que c'est vraiment des rappels importants pour les artistes, et pas que d'ailleurs. Prenez des vacances. Voilà. Et puis alors, dans ton cas aussi, il y a cette, on parlait des différentes casquettes que tu avais. Donc justement, comment alors, artistiquement, comédienne, chanteuse, comédienne de doublage aussi? Un petit peu, ouais. Enfin, un petit peu dans le sens où j'ai que deux expériences, on va dire, solo de doublage. Après, tu vois, j'ai fait genre des chœurs par-ci par-là, mais j'ai pas énormément d'expérience non plus en doublage. D'accord. Bon, de toute façon, on y reviendra, ça c'est sûr. Mais tu es aussi coach sportive. Oui. Ouais. Depuis un petit moment d'ailleurs. Depuis, j'ai été diplômée en 2022 ou 2021, je sais plus. C'est pendant le Covid, tu vois, que je me suis dit... alors, je sais pas, c'est pas que je vais faire autre chose, mais ce serait bien de voir s'il n'y a pas d'autres moyens, en fait, de s'épanouir, en fait, autre qu'artistiquement. D'avoir une autre activité en parallèle, quoi. C'était un peu le but, quoi, d'avoir... Ouais. Et j'ai toujours été une férue de sport, et je me suis dit, pourquoi pas faire une formation de coach, et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai accompagné beaucoup de femmes dans une transformation où elles se sentent plus épanouies. Trop bien. Et quel bonheur, franchement, d'aider concrètement des gens. Je pense qu'on aide quand même les gens, tu vois, quand on est sur scène, mais on le voit pas forcément, ou alors on le voit, voilà, à la fin, dans les applaudissements, si on a bien fait notre travail. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que d'aider des femmes et 2 hommes aussi, j'ai eu 2 hommes, trop bien. dans une transformation mentale et physique, c'est tout aussi gratifiant. Vraiment. Oui, et puis là, je pense, comme tu dis, tu dois le voir. Tu te sens vraiment devant utile, toi, quoi. Tu vois. Ouais. Et donc, quand tu disais, tu parlais donc du sport, que c'était un petit peu ta passion, c'est ça, depuis. Ouais, depuis toujours, depuis. Est-ce qu'enfant déjà tu faisais. Alors, quels sont d'ailleurs les sports que tu as fait? Parce que c'est vrai, quand on dit coach sportif, on pense à tout ce qui se fait en salle, les exercices, le fitness, etc. Mais peut-être que tu faisais d'ailleurs autre chose aussi. Alors non, je faisais énormément de danse de mes 5 à mes 18 ans. Ouais. Et après, c'était sport en salle. Ouais. Et depuis 2 ans, course à pied. Depuis 1 an, pilates, yoga, tout ça. Oui, tu as fait quand même... Il y a pas mal de disciplines, finalement, dans tout ça. Ouais. Et il me semble que tu avais aussi participé... Alors, je saurais malheureusement pas redire le nom exact, hein, je suis désolée, sur les compétitions... de bodybuilding. Voilà, bodybuilding. Mais tu vois, pourtant, c'est simple, culturisme. Voilà. J'avais envie de dire ça, mais je me suis dit, à tous les coups, ça va pas être ça. Non, c'est ça. Ok, d'accord. Ça, c'est quand même assez impressionnant aussi. Alors, moi, vraiment, de l'extérieur, j'ai l'impression, pareil, que c'est un truc hors du commun qui demande... pour moi, c'est vraiment quelque chose un peu de haut niveau aussi, quoi, comme ce qu'on peut voir dans les grandes compétitions... je sais pas, style les JO ou autre, enfin vraiment lié à ça, mais est-ce que c'est quelque chose pareil qui t'a demandé vraiment de... alors, je dirais pas de mettre ta vie entre parenthèses pour ça, mais ça demande quand même du temps. Alors, j'imagine. Tu dois quand même mettre, en tout cas à l'approche de la deadline de la compétition, tu mets quand même toute ta vie entre parenthèses, et c'est vraiment le focus n'est que sur ça.
Ça a été un travail de longue durée quand même, parce qu'il faut construire toute ta masse musculaire avant de pouvoir participer à une compétition. Ouais. Et on ne construit pas ses muscles en 3 mois ou en 6 mois. Donc, ça a été 2-3 ans de préparation en amont. Ouais, ok. Et ensuite, donc j'ai travaillé avec une et un coach. Mm-hmm. Et puis, pendant 2 ans, j'ai fait des compétitions. Je ne sais plus combien j'en ai fait. 4, je crois. Ou 5, je ne sais plus. Mais ma dernière compétition, c'était les championnats d'Europe en Espagne. Et alors ça va, j'étais trop contente parce que c'était vraiment celle que je voulais faire et je suis heureuse d'avoir terminé sur ça. Ah, trop bien. Ouais. Et donc, tu changes aussi ton alimentation, c'est-à-dire que ça transforme beaucoup de choses. Oui, une alimentation très stricte pendant la période de préparation, mais aussi en dehors. En fait, toute ton alimentation est archi contrôlée. Ouais. Les entraînements aussi, le cardio, tout ça, c'est des paramètres qui sont très, très, très préparés. Ouais, puis surveiller, comme tu dis, avec les coachs qui... Ouais. Et en fait, quand tu fais les compétitions, parce que vraiment, moi, j'y connais rien du tout là-dessus, je vois les photos et je me dis, mais waouh, ça a l'air... Le but, en fait, comment vous êtes évalué? C'est-à-dire pour déterminer le podium, comment ça se passe Alors, donc dans ma catégorie bikini, on a des poses qui sont imposées. Et en fait, tout ça s'appelle le posing. C'est un peu comme une sorte de danse. Ouais. C'est aussi pour ça, en fait, que j'ai été un peu attirée pour faire ces compétitions, parce que j'ai adoré le sport. Et en fait, je vois que je peux faire ça en étant sur scène, avec des paillettes, avec un peu de danse. Et je me suis dit, attends, mais c'est génial. Oui, il y a un côté finalement où ça fait un petit peu le lien avec... complètement. C'est parce que tu as quand même ton moment tout seul sur scène. Bon, c'est que quelques secondes, tu vois, mais tu l'as quand même. Et puis, il y avait ce côté challenge. Est-ce que je vais y arriver, machin. Et oui. Je vais repousser mes limites. Je vais voir vraiment ce dont je suis capable. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, tu penses que tes limites, elles sont à un certain niveau, mais en fait, elles sont tellement plus hautes. Et c'est là où tu vois vraiment les limites que tu te fixes mentales. Ouais. Et en ça, c'est hyper intéressant et ça m'a beaucoup apporté. Oui, parce que même après, pour l'artistique aussi, comme tu dis, c'est sur le mindset, en fait, d'arriver à aller au bout, de penser qu'on peut pas aller plus haut ou plus loin que ça, et finalement te dire si, ou plus fort. Et c'est ça qui doit être aussi intéressant. Donc ça, voilà, il y avait je voulais absolument qu'on en parle, quand même la casquette de coach sportif, parce que c'est pareil, dans toutes les personnes qui font de la comédie musicale, il y en a un petit peu, je sais que Marine aussi a fait, enfin voilà, je sais qu'il y en a plusieurs qui se lancent aussi un petit peu là-dedans, mais c'est quand même pas non plus la majorité, donc je trouve ça chouette aussi d'en parler et de voir qu'il y a quand même un lien aussi avec l'artistique et que c'est pas le sport contre l'art ou non. Que ça peut fonctionner ensemble en fait. Oui, complètement. Et puis le côté, c'est vrai que le côté musculaire a ses limites dans le sens où ça peut pas m'aider non plus sur scène pour, tu vois, ça me sert à rien de savoir faire des tractions sur scène. Alors, est-ce que quand même pour la condition physique, est-ce que tu vois une différence peut-être dans les moments où tu fais vraiment à donf de sport? Est-ce que quand même pour le cardio, Mais justement, j'allais en venir au cardio. Depuis que je fais de la course à pied, c'est vrai que forcément, j'ai vachement amélioré mon cardio. Et ça, je le ressens sur scène. Ça, c'est trop bien, Parce que tu vois, cette année, là, ça fait la 4e année que je fais le même spectacle à Disney. Ouais. Un spectacle de Noël. Et du coup, j'ai vu les fois... en fait, cette année, j'ai senti que j'étais beaucoup moins essoufflée sur un moment où, normalement, je le suis beaucoup. Oui, parce que c'est sur Let's Sing Christmas, c'est ça? Oui. Vous avez quand même des parties où ça se déplace, ça danse pendant que vous chantez. Ça chante très aigu. Et ça chante quand même, voilà, c'est une sacrée partition aussi. Il y a un moment, il y a un morceau qui bouge vraiment spécialement. Et le morceau d'après est vraiment tout doux. Et généralement, ce moment-là, on est tous en PLS. Et du coup, là, j'ai senti que j'avais vraiment fait des progrès en cardio. Et ça m'a fait plaisir. Bah oui, tu m'étonnes. De voir concrètement que j'avais progressé. Ah ouais, ça, je pense que ça doit être kiffant de se dire, purée, je me sens un peu plus à l'aise que d'habitude. Et puis effectivement, là, t'avais le comparatif. Si ça fait plusieurs saisons aussi, tu dis, je vois vraiment la diff, c'est trop bien. Donc oui, la condition physique est intimement liée à la pratique sportive, au spectacle, tout ça. Voilà, donc le sport, même si ceux qui sont un petit peu réfractaires, voilà, un petit peu pour commencer, je pense que ça suffit. Faut trouver le sport qui nous plaît. Voilà, c'est ça. Et puis pas de se dire, je vais faire, je sais pas moi, 3 heures la première séance. Enfin, c'est pas le but non plus. Il faut y aller. Vaut mieux
peu de fois, mais régulièrement dans la semaine, 2 à 3 fois pour commencer. Enfin, 3 fois déjà, c'est très bien. Hein. Ouais. Plutôt que se dire, ok, je vais courir une fois, 2 heures le dimanche, une fois par mois, c'est tout. Bah oui, c'est ça. C'est que après, c'est la régularité qui va C'est faire ça. que. Exactement. Et alors du coup, la deuxième casquette aussi dont j'avais très envie de parler, Oui. parce que, alors je sais pas si tu te présentes comme ça, mais moi j'ai envie de dire maintenant tu es aussi créatrice de contenu. Je savais pas où t'allais avec cette bah, elle va m'inventer un métier. Je suis pâtissière à mes heures perdues. Non, mais alors pour le coup, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des 1000 vies qu'on a quand on est artiste. Est-ce que finalement, donc parce que c'est quelque chose qui aussi, j'imagine, a pris quand même une grande place aussi de créer du contenu, parce que c'est quelque chose aussi qui prend du temps. Forcément, qu'en tant qu'artiste, je pense qu'on y passe plus ou moins parce qu'on se vend aussi à travers les réseaux sociaux, qu'aujourd'hui ça fait partie un petit peu du process pour être visible dans ce milieu. Mais c'est sûr que toi, pour moi, vraiment, c'est poussé à un niveau encore supérieur. Et vraiment, ça me fait penser à ce que tu disais sur les challenges, en fait. Est-ce que ça en fait partie aussi de... Ah bah clairement, Ouais. les 10 000 abonnés, c'était mon objectif 2025. Oui, ah bah voilà, donc qui a été atteint en Et 2025. qui a été atteint. Et je vous avoue que je pensais vraiment pas que j'allais les atteindre. Quand, je sais plus, genre au mois de septembre, je crois que j'étais à 6 000. Et je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Mais bon, j'avais écrit ça un peu comme ça, en mode, allez, pourquoi pas. Allez, tu sais quoi, cette année, 10 000. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé, ouais. Bah, c'est aussi lié à tout ce que tu publies, parce que est-ce que, justement, vraiment, ça c'est une question aussi que je voulais te poser. Est-ce que là-dessus aussi, il y a ce côté où tu vas essayer d'être le plus... de vraiment prévoir à l'avance les publications, d'avoir un rythme très, très précis avec une organisation vraiment conçue au préalable, ou est-ce que tu te dis non mais je préfère me laisser aussi porter, est-ce que c'est un peu des deux, j'imagine? Alors, donc toute cette aventure Instagram notamment a commencé il y a presque 2 ans. Ouais. Là, ça va être ma 2e année. Oui, donc il y a 1 an et demi. En fait, tous les ans, au mois d'août, je fais une pause d'Instagram. C'est-à-dire que je supprime tous les réseaux sociaux pendant 1 mois. Ah ouais. Et donc, bonne détox, hein. Ouais, une bonne détox, ouais. Mais ça me fait du bien. Et donc, lors de cette pause, donc, c'était en août 2024, Ouais. je me suis dit, OK, cette année, quand je reviens sur les réseaux, j'ai plus envie de revenir de la manière dont je le fais d'habitude, à scroller et à juste poster de temps en temps. J'ai vraiment envie, en fait, d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient. J'ai envie d'utiliser ce pouvoir, ce pouvoir incroyable qu'est les réseaux sociaux Bah ouais, de à mon création, avantage, finalement. quoi. Ouais. Et vraiment pour avoir un maximum de visibilité. Mhm. Et c'est là où je me suis dit, OK, là, il faut que j'établisse un plan. Donc, pendant presque 1 an, j'avais un calendrier Ouais. où, en effet, je m'étais fixé 3 posts par semaine, genre 2 réels ou 3 réels, un carrousel, enfin bref. Et pour le coup, je l'ai préparé assez à l'avance. Ok. Et ça, du coup, parce que oui, c'est effectivement très précis, t'avais eu peut-être des échos de comment il fallait faire, quelle était la bonne fréquence, parce que ça, c'est vrai que c'est des choses... Bon, pour le coup, moi, j'ai fait un peu de communication, Ouais. donc on en parlait justement quand on travaillait pour des entreprises, etc., en stage ou même pendant vraiment le parcours initial. C'est des choses que j'ai pu avoir en cours. C'est des choses aussi qui vont très vite, parce que je sais que ce qu'on nous disait à l'époque, moi c'était de 2013 à 2015, en fait, typiquement c'est plus forcément d'actualité, enfin valable aujourd'hui. Comment toi tu t'es un petit peu, entre guillemets, mis à la page par rapport à tout ça pour être sûr J'ai écouté des podcasts sur justement comment faire de la création de contenu, maintenant. Trop bien. Et du coup, on va dire que mon erreur de la première année, enfin c'est pas mon erreur, mais en fait je m'étais dit, ok, il faut absolument que je publie, limite, peu importe ce que c'est. Ok. Et du coup, je me suis un petit peu perdue dans... parfois, je publiais des choses de musique, parfois du sport, parfois juste des réels un peu dans le ton humoristique. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'ai un peu fait tout et rien pendant 1 an. Et en fait, récemment, j'ai rencontré quelqu'un d'Universal. D'accord. On était plusieurs artistes. Et en fait, il nous disait, n'oubliez pas que vous n'êtes pas créateur de contenu, vous êtes artiste. C'est hyper intéressant ça. Et je t'avoue que ça m'a vraiment fait j'ai vraiment pris conscience qu'en effet, du coup, je m'étais carrément perdue dans tout ça. Et qu'en fait, il faut que je reste sur
je suis artiste avant tout. Et je veux pas être créatrice de contenu, je veux pas être influenceuse ou quoi. Si après, il y a des sponsors et tout, évidemment. Oui, je me dis, des oui. opportunités. Voilà. Mais alors, tu vois, c'est rigolo parce qu'en plus, moi, je t'ai, entre guillemets, un petit peu aussi présenté comme ça. Et finalement, j'avoue que je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur de rappeler que oui, être artiste et créateur de contenu, c'est pas tout à fait le même métier, voire pas du tout le même métier. Donc du coup, maintenant, j'essaye vraiment dans mes posts, de rester vraiment dans le domaine musique. Ouais. Et après, en story, si je veux partager des choses un peu plus personnelles, dans ces cas-là, je le fais, mais que en story. Ouais. Et donc là, ça fait quelques mois que je me suis vraiment dirigée que là-dedans, où je publie beaucoup plus de covers mainstream aussi, parce que, bah voilà, en tant qu'artiste de comédie musicale, j'ai tendance à rester dans le biais comédie musicale. Et oui, forcément. Forcément. Mais depuis quelques temps, j'essaye vraiment plus de m'ouvrir à la musique d'aujourd'hui. Ouais. Et d'être plus en page avec l'actualité. Et puis de te laisser peut-être surprendre aussi, parce qu'il y a peut-être des choses où tu dis, tiens, cette chanson, en fait, ça sonne de ouf, alors que je pensais pas. Mais vraiment, oui, j'ai découvert des super artistes. Je suis trop contente de m'être ouverte à tout ça, ouais. Donc, et j'ai rencontré aussi quelqu'un qui, lui, il a fait c'est le futur Mister Univers France. Ouais. Enfin, il va représenter la France. Mister Univers. D'accord. Mystère Univers, je sais plus comment on dit. Et lui, il a pris vraiment, je sais pas combien d'abonnés en quelques temps. Et du coup, on lui disait, comment tu as fait ? Et il nous a dit, j'ai publié tous les jours. Et du coup, depuis qu'il m'a dit ça, je publie tous les jours. Mais au moins voilà, c'est bête, mais je pense que ça passe forcément par là aussi. Ouais. Parce que certainement que les gens aussi, je sais pas si tu as des retours, j'imagine que oui, un peu de ta communauté, mais les gens aussi, il y a ce petit truc aussi rituel où quand il y a quelqu'un qu'ils aiment bien, ils aiment bien aussi avoir un peu des nouvelles tous les jours. Tiens, qu'est-ce qu'elle propose aujourd'hui ? Donc c'est vrai que quand j'ai commencé, ça me prenait beaucoup plus de temps de savoir ce que j'allais faire, sous quel format, comment concrètement j'allais faire le montage, etc. Ouais. Mais là, vu que ça fait quand même plus d'1 an que je le fais, c'est beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, j'ai plus de calendrier, tu vois. Ok. Aujourd'hui, je sais que quand j'ai un jour off dans la semaine ou une après-midi, je me dis, ok, là, je vais enregistrer 2-3 covers. Et comme ça, quand je suis dans le métro ou... Enfin, voilà, dès que j'ai un peu de temps, je fais du montage et c'est prêt, quoi. Ok, ouais, donc tu montes un peu, enfin pas forcément chez toi, voilà, ça peut être, c'est... monteuse tout terrain. Ah ouais, mais c'est ça qui est... Dans la rue en marchant, Ah ouais, mais c'est ça demande aussi quand même d'être, adaptable, de pouvoir, faire ça un peu après, c'est vrai que plus tu fais, et en fait, plus ça va vite. Oui, puis après tu sais exactement où tu vas, tu sais ce qu'il faut faire. Alors, j'en suis pas encore à ce stade. Parfois, il y a des choses qui me prennent beaucoup de temps. Mais c'est vrai que ça va beaucoup plus vite que quand j'ai commencé. Ouais, mais en fait, c'est intéressant parce que voilà, dans tout ce que tu expliques, finalement, il y a ce côté artistique qui revient, où tu dis c'est de là quand même que je pars. Mais le but, c'est aussi, il y a quand même un objectif derrière, parce que c'est vrai que c'est du temps, c'est de l'investissement d'énergie aussi. Donc, quelque part, c'est pas juste comme ça non plus, c'est aussi pour que ça puisse te rendre service, tout simplement. Et c'est là où, effectivement, ça rentre dans la logique un peu de communication. Et je pense que c'est un hyper aussi bon atout pour... Au-delà de ça, en fait, même quand je sais pas si après, quand tu fais le parallèle, quand tu arrives en audition ou quand tu te présentes quelque part, est-ce qu'il n'y a pas aussi... on se présente d'une autre manière, en fait, on est dans une autre démarche parce que, quelque part, on a appris à se vendre par le biais des réseaux, même si c'est du numérique. Est-ce que dans la vraie vie, finalement, ça change pas aussi un peu la façon peut-être de se présenter aux autres, au monde, dans vraiment un sens plus large? Non, parce que tout ça, ça reste quand même... c'est pas des choses concrètes. Ouais. Oui, toi, tu fais la différence, en fait, entre aussi ce qui se passe quelque part sur le numérique et après et puis, dans la vraie vie. Parce que pour l'instant, 10K, en vrai, c'est absolument rien. C'est génial. Non, mais en tout cas, c'est le fruit d'un travail et puis ça montre aussi que ce que tu fais plaît. Donc ça, c'est quand même aussi très, très valorisant. Je suis sûre que... Enfin, en tout cas, le pourquoi je fais ça, c'est pour Londres. Parce que je sais que ça pourrait grave m'aider, en fait. Ok, oui, forcément. C'est vrai que moi, je connais pas le fonctionnement, mais il y a un côté... C'est terrible, mais aujourd'hui, vraiment, un artiste a besoin d'avoir une communauté. En tout cas, on va dire que ça peut vraiment l'aider.
dans C'est ce nos que j'allais te auditions. demander justement. Bah oui, bah ça, franchement, faut qu'on arrête de se le cacher, qu'on soit dans le déni. Ça fait la différence. J'en suis persuadée. Ouais. Après, je pense pas que si t'es mauvais, mais que t'as une communauté, enfin, je veux dire, si t'es un mauvais artiste, mais que t'as une communauté, ça va pas t'aider. Mais je veux dire, si tu corresponds à un rôle et qu'en plus, t'as de la visibilité par rapport à quelqu'un qui juste correspond, je pense que ça peut faire la différence. Oui, c'est possible. Mais t'as raison. Je pense qu'en fait, comme dans tout, on reste, je sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais dans un monde commercial. Et c'est vrai que moi, des fois, ça me chagrine parce que je me dis, ok, j'ai l'impression qu'en fait, il faut qu'on se change, il faut qu'on colle au trend, au machin pour pouvoir finalement être vu et être peut-être même apprécié. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est juste qu'il faut pouvoir peut-être, avec ces règles-là, faire notre propre tambouille à nous? Et ben c'est ça. Et c'est peut-être ce que toi tu fais en fait Et finalement. ben tout ça, ça passe en faisant en fait. Je pense que tu vois, tu crées, plus tu te cherches. Parfois, tu te perds un peu dans des endroits un peu sinueux. Oui, parce que finalement tu testes et bon, Ouais, là je suis allée un peu trop à droite, faut que je revienne un peu à gauche, là faut que j'aille un peu en haut, en bas. Mais le plus important dans tous les domaines de la vie, c'est de faire. Ouais. Pas de contempler, de te dire un jour, non, juste tu fais en fait. Tu fais et puis tu t'en fiches des jugements, des machins. Ça, pour le coup, je suis contente. Je me suis jamais dit, oh là là, trop cringe de publier ça. Parce que je sais que ça pourrait être un frein aussi. Oh, thank God, oui, je ne l'ai pas oui. eu. Je sais que j'ai d'autres obstacles, mais celui-ci, je ne l'ai pas. C'est rigolo parce que toutes les petites choses, moi, que j'avais envie de travailler cette année en termes vraiment d'état d'esprit, c'est des choses qu'on aborde aujourd'hui, donc c'est génial. Parce que pour le coup, moi, je suis quelqu'un qui... alors, je sais pas si ça se voit ou pas, mais je suis quelqu'un d'assez pudique. C'est marrant parce que je dis ça alors que je fais des podcasts et que je parle un peu... Que tu es artiste. H24 et que je suis artiste. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où j'ai souvent peur d'exposer des choses. J'ai peur en fait de pas forcément faire la différence entre ce qui doit être public et privé. Et du coup, nous, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que des fois, la frontière, elle est pas forcément visible parce que comme tu disais, on poste des choses, on n'a pas forcément deux comptes différents et c'est surtout que je pense que j'avais aussi une énorme peur de déplaire ou d'être notamment politiquement incorrecte. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours terrorisée. C'est vrai. Et en fait, là, cette année, je sais pas si toi, du coup, peut-être c'était quelque chose que tu avais déjà un peu intégré, mais j'ai un peu envie de rentrer dans ce truc où en fait, on s'en fiche de déplaire parce que de toute façon, on va déplaire mais c'est clair. À un moment donné. Et ça, est-ce que tu trouves pas que c'est un peu lié à la trentaine ? Oui, je pense que oui. D'accord, non ? Parce qu'effectivement, on a eu 30 ans toutes les deux l'année dernière. Parce que moi aussi, je suis dans une démarche de « Ok, cette année, je prends ma place. Je dis mes opinions et j'ai pas honte de les dire. » Amen. Mais c'est super difficile parce que moi aussi, pendant des années, j'osais pas exprimer mes opinions de peur d'être politiquement incorrecte, qu'on me tombe dessus et tout. Mais en fait, ça arrivera. Et ça m'est déjà arrivé et c'est des moments chiants. Oui. Mais c'est la vie. Hein. Tu fais, forcément, quand tu fais, il y aura des choses qui vont plaire et d'autres qui vont déplaire. Et le tout, c'est d'être dans la bienveillance, dans le respect et d'avoir l'entourage solide pour nous rattraper si jamais on tombe un peu bas. Ça, c'est vrai que c'est important d'en parler tout à l'heure et peut-être aussi d'arriver justement à voir les personnes qui vont peut-être à un moment donné se détacher si tu ne corresponds plus peut-être à une image qu'elle s'était faite de toi et d'arriver à se dire il y a des personnes par contre qui elles sont là pour moi, peu importe ce que je vais dire, ce que je vais faire parce que juste elles m'aiment ou m'acceptent moi telle que je suis et que j'ai pas besoin de transformer mes pensées, mais c'est super fort ça comme façon de fonctionner et d'arriver à l'asseoir, ouais. Et puis c'est rigolo que tu dises que c'est peut-être la trentaine qui... Mais tu vois, le fait que tu aies lancé ton podcast... oui, ça, effectivement, c'est en tout cas cohérent avec l'année, quoi. Donc bravo. Merci, ça fait plaisir. Non, mais pour le coup, c'est vrai que c'est super cool d'avoir ton retour là-dessus parce que justement, je pense que tu as quand même maintenant cette habitude, tu le disais, il y a les moments chiants où peut-être j'ai pas pris le bon virage au moment à ce truc, bon, c'est pas grave, tant pis, on va au-delà. Et en fait, il y a quelque chose, moi, que je me dis, c'est que j'ai l'impression qu'en plus, en tant qu'artiste, il y a ce truc où est-ce que c'est pas aussi notre job, finalement, d'être un peu nous-mêmes et donc d'être un peu aussi unique et de pas chercher à rentrer dans le moule de ce qu'on attend. Bah ouais. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut toucher profondément les gens.
Ouais, ça aussi c'est un point très très Ouais. important. Je Tu vois, là, trouve. j'ai regardé le documentaire de Taylor Swift sur sa tournée The Eras Tour. Mhm. Et bon, ça se trouve, je me plante complètement, mais elle a l'air tellement abordable, en fait, cette fille. Elle a l'air tellement simple. Et je pense qu'elle vit quand même un peu dans un autre monde de par sa notoriété et tout ce qui se passe dans sa vie. Mais il y a quelque chose qui fait qu'elle est... J'ai vraiment l'impression qu'elle est sincèrement elle. Ouais, Peu je suis importe assez ce qui d'accord. lui arrive, tu vois. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui s'identifient dans ces chansons. Tu vois, elle cherche pas à rentrer dans un moule ou... Et tu vois, tous les artistes, en tout cas les artistes que je préfère, c'est des artistes qui ont vraiment leur personnalité et c'est pas ceux qui cherchent à plaire. Ouais. C'est vrai, hein. C'est surtout que pour le coup, elle a eu un parcours. Moi, je me souviens, j'étais fan, mais quand elle n'était pas du tout connue. Ah, c'est vrai? Ah ouais, j'avais ses premiers albums avec le Love Story, etc. Ouais. Les premiers, le Speak Now aussi, j'aimais beaucoup cet album. Enfin, et c'est marrant parce que vraiment, quelque part, je l'ai un petit peu moins écoutée après quand elle a commencé un peu à exploser, même si j'adore ce qu'elle fait aussi maintenant. Mais c'est hyper vrai ce que tu dis par rapport aux paroles, par rapport à même sa façon aussi de faire de la musique. Et puis, justement, dans ses premiers albums, au final, elle a fait de la country, elle a fait de la folk, elle a fait des choses qui n'étaient pas forcément très populaires. Ouais. Et en tout cas en France, parce qu'aux États-Unis c'est un peu différent, mais c'est vrai que oui, je pense que tu as identifié un truc. Et c'est cool aussi finalement de se dire que les réseaux, c'est peut-être un petit passage initiatique pour arriver à Bah ouais, complètement. avoir cet état d'esprit qui peut servir dans toute la vie finalement. Ouais. Et pour trouver ta communauté qui te suivra, quoi. Et pour vraiment construire un monde entre toi et les gens qui te suivront dans ton aventure. Ça, c'est trop beau, en vrai. Bah ouais, c'est clair. Donc oui, ok, c'est pour les auditions de Londres et tout. Oui, mais en Mais fait, pas que. c'est vrai que c'est vrai, plus tu touches de personnes et plus tu peux faire passer des messages importants aussi, tu vois, des trucs qui tiennent à cœur. Enfin, t'as quand même une grande responsabilité et un pouvoir que tu peux utiliser qui peut, je pense, transformer à petite échelle le monde. Complètement. Soit le changement que tu veux voir dans le monde, non? C'est pas oui, ça c'est ça. Bah oui, je crois que c'est Gandhi qui disait ça. Voilà. Alors en plus, mais c'est marrant parce que là, en t'écoutant à l'instant, je me disais, mais en fait, oui, c'est tellement. C'est fou comme des fois on néglige les possibilités qu'on a. Et vraiment, je te le redis, mais j'ai l'impression que tu incarnes ce truc de la puissance créatrice, qui est quelque chose qu'on entend beaucoup. Alors moi, je suis un peu férue de tout ce qui est spiritualité, etc. Voilà. Et c'est vrai que des fois, j'ai pas forcément. Enfin, c'est pas que j'ai pas d'exemple autour de moi, parce que j'ai plein d'exemples de gens qui font des choses super et qui, tous les matins, font des efforts, etc. Et je pense qu'on est même une majorité sur cette planète à faire ça. Mais peut-être dans ce côté d'aller aussi chercher des choses qui paraissent inaccessibles. Voilà. Et c'est là où je trouve qu'il y a quand même chez toi ce côté-là où vraiment t'embrasses ça, mais à fond, quoi. Et j'ai envie de dire, peu importe si, comme tu dis, voilà, des fois, est-ce que ça marche pas, est-ce que ils vont trouver ça bien, pas bien, on s'en fiche en fait, c'est pas ça qui compte au final. Ouais. Et alors justement, petite transition, Oui. dans justement ce qui est beau et les belles expériences, Mathilde a été la voix française de Glinda, donc du personnage Glinda dans les films de Wicked. Et donc, voilà, Tastas, qui est quand même interprétée par Ariana Grande, donc c'est quand même pas rien. Et ça aussi, j'imagine que ça a été... je voulais te demander, en fait, ce grand épisode de ta vie, donc qui aussi, on parlait de doublage tout à l'heure, donc ça en fait partie. Au moment où tu sais que tu vas faire ça, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ta tête ? Évidemment, j'avais extrêmement peur de ne pas être à la hauteur. Donc, je me rappelais constamment, ok Mathilde, tu as été choisie, tu as été validée. Arrête d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Tout le monde voulait que ce soit toi. C'est toi, donc juste enjoy. Vraiment, genre, tais-toi et enjoy. Ok, d'accord. Et en vrai, non, j'ai eu vraiment la chance de travailler avec un directeur artistique, Georges Costa, qui est un homme rempli de bienveillance. Super. Donc, et aussi l'ingénieur son... les deux ingénieurs son avec qui j'ai travaillé étaient des personnes, étaient et sont des personnes incroyables et tellement bienveillantes qu'en fait, les 2 semaines de travail que j'ai eues, donc la première semaine pour le premier film et la deuxième pour le second. C'est court. Ouais, à chaque fois, je me dis, wow, ça va tellement vite.
étaient des semaines vraiment, je pense vraiment dans le top de mes plus belles semaines de ma vie, tu vois. C'est génial. D'un point de vue artistique et humain, c'était tellement beau, en fait, d'avoir cette opportunité en or et d'entrer un petit peu dans les chaussures de Glinda via Ariana Grande. Et c'est tellement émouvant de voir, de voir les images d'Ariana avec ma voix. Je comprends toujours pas quand je vois. Il y a un truc dans mon cerveau qui... Tu vois, il y a un petit bug. Qui réalise pas Je me encore dis, mais, complètement. je comprends pas. D'accord. Ok. Pourquoi il y a ça là? Donc non, c'était vraiment fouf. Ouais. C'était une aventure absolument incroyable. Et jamais j'aurais pensé faire ça un jour. C'était vraiment inimaginable. C'était un rôle qui te faisait envie, qui te faisait rêver peut-être dans les choses que tu aurais voulu interpréter sur scène ou Oui, j'avoue que sur scène, Glinda, c'est un rôle, elle est complètement folle. Elle est folle, touchante et ouais, c'est vraiment un rôle que j'aimerais beaucoup faire un jour sur scène. Ouais, donc en plus c'était, enfin voilà, en plus c'est tombé sur ce rôle-là, quoi. C'est ça qui est assez dingue. Ouais. Et puis du coup, en plus interprété par Ariana Grande, qui est une référence mondiale en termes de pop. Et donc tu as eu l'occasion de la rencontrer à l'avant-première parisienne, c'est ça? C'est ça. Et tu lui as dit, mais ces mots que j'ai trouvés quand j'ai vu la vidéo, mais franchement, j'ai trouvé ça, et je sais, c'est tellement émouvant, mais I'm your French voice. Et en fait, voilà, ça veut tout dire, en fait. Parce que je me dis, mais quand on arrive comme ça face à une telle... c'est hors du commun, quoi, ce truc, et qu'est-ce qu'on va dire? Et pareil, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu t'es dit, oh là là, je vais bafouiller, je vais même pas savoir m'exprimer? Je me suis dit, il faut que j'en vienne droit au but. Ouais. Donc, je vais pas avoir le temps de lui dire I'm your singing French voice, parce qu'il y avait un bruit incroyable dans la salle, tout le monde hurlait, donc je me suis dit il faut que je sois rapide, donc I'm your French voice, ça me paraît bien, et c'est pour ça que je le répète 2 fois, parce qu'évidemment elle n'a pas compris la première fois avec le bruit autour. Oui. Et quand elle a compris, et vraiment le geste, elle me prend dans les bras, je pensais pas qu'elle allait réagir comme ça, donc ouais, c'est adorable, et en plus il y a un truc tellement moi j'ai pensé franchement, quand j'ai vu la vidéo, ce truc de dreams can come true, en fait. Ouais, les rêves peuvent vraiment devenir réalité, voire même les rêves, comme tu disais, des choses qu'on n'ose même pas imaginer. Et, ouais. Et c'est fou parce que finalement c'est un petit peu, là tout au long de notre entretien, finalement c'est un peu, j'ai l'impression, le message qui était destiné finalement à passer, mais qu'il ne faut pas s'interdire de rêver, qu'il faut mettre des choses en place pour ça, qu'il faut continuer, mais que ça en vaut la peine, en fait. Ouais. Parce qu'au bout du compte, ça peut se concrétiser. Mm-hmm. Donc c'est chouette. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire pour finir cet épisode? Peut-être quelque chose... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, d'ailleurs? Parce que justement, dans ces 1000 vies, dans tout ce que tu as pu faire et expérimenter, est-ce qu'il y a un truc un peu complètement différent où tu te dis, tiens, allez, j'ai envie d'aller là-dedans Je pense que là, j'arrive à un moment de ma vie où ma vie personnelle prend de plus en plus de place. Et c'est chouette aussi. Et du coup, je pense qu'on peut peut-être essayer de me souhaiter de trouver un équilibre entre tout ça, entre la famille que j'ai envie de créer et tout le côté quand même professionnel et artistique qu'évidemment j'ai envie de poursuivre. Trop bien. Parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver cet équilibre. Ouais, ça, je pense que même dans d'autres métiers, à mon avis. J'ai l'impression que c'est une question, et notamment pour les femmes, qui est encore plus centrale, vraiment. Donc oui, je te le souhaite. Et en tout cas, je pense qu'avec toutes les ressources maintenant que tu as, que tu développes, etc., c'est sûr que ça va arriver, ou voilà, peut-être qu'il va y avoir des petits tests, comme on disait tout à l'heure. Exactement. On va un peu dans un sens puis dans un autre, mais en tout cas, c'est un super beau projet, finalement, d'arriver à allier les deux, et un super message. Donc merci beaucoup, Mathilde, d'avoir participé à cet épisode. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. C'est tout pour nous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Si ces thématiques vous ont plu, vous pouvez retrouver le compte Starlettre sur Instagram. Vous avez plein de billets autour de ces différents sujets, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. On se retrouve ici le mois prochain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à bientôt.